Gaëtan, avec sa structure Cogix, est partenaire du French Science Studio et ce sont les experts des sciences cognitives, du coup, qui nous éclairent vraiment sur nos comportements. Et en plus, ils ont un objectif très clair de nous aider à innover pour justement mieux accompagner les comportements et de chacun en entreprise et notamment soulager, je dirais, enfin, en tout cas, oui, soulager, fluidifier la relation entre les collaborateurs de l'entreprise pour lui donner plus d'épanouissement et plus de réalisation même au sein de l'entreprise. Du coup, je vais peut-être laisser Gaëtan déjà dans un premier temps, je vais te laisser te présenter peut-être, puisque j'en fais une synthèse comme ça en un mot, mais je vais te donner la parole. Merci Damien. Effectivement, alors pour un tout petit peu plus de détails sur mon parcours, je suis docteur en neurosciences. J'ai fait quelques années de recherche en laboratoire de recherche fondamentale, donc avec la blouse blanche et tous les clichés qu'on peut y attribuer sur les mécanismes de consolidation de la mémoire pendant le sommeil, et donc un tout autre sujet. Et depuis maintenant 5 ans, avec d'autres jeunes chercheurs, on a commencé à s'intéresser au monde de l'entreprise et on a vu qu'il y avait un réel besoin, ou en tout cas un réel intérêt déjà pour nous, de voir comment les connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain pouvaient aider à questionner et observer différemment l'impact des modes de travail sur les individus. Ce qui nous a amené du coup à créer cette société et accompagner les organisations. Et maintenant, depuis un an, on travaille avec le FTS sur ces sujets-là. Merci Gaëtan. Du coup, la première question, il va y avoir deux grandes parties, hein, mais la première question, c'est toi, dans quel état, en fait, pour toi, après ce choc qu'on vient de vivre, est le capital humain? Alors là-dessus, malheureusement, je vais pas. J'entendais qu'il y avait des réactions teintées d'optimisme tout à l'heure. Je vais me permettre de l'être un peu moins. L'objectif n'est pas du tout de plomber le moral, c'est juste d'être réaliste. Et mon objectif là, c'est de vous donner des clés de lecture justement sur l'état dans lequel peut se retrouver le capital humain aujourd'hui. Et je préfère avoir une vision plutôt conservatrice sur ce sujet-là, quitte à ce que ce ne soit pas forcément le cas. Damien, pour répondre à cette question, je vais vous partager mon écran, puisque vous allez le voir dans un temps assez court. Je vais essayer de vous amener pas mal d'apports, de clés de lecture sur cette question. De façon générale, le message, je commence par la fin. Le message, il y a un message à retenir de mon côté. C'est celui-là, c'est le fait que, hérité de l'évolution, nos ressources cognitives sont limitées. Et c'est vraiment l'angle sur lequel on interprète aujourd'hui, nous, toutes les problématiques liées au travail. C'est le fait d'intégrer ce mécanisme qui est que notre cerveau dispose de ressources limitées, tout comme l'écologie le fait aujourd'hui. Avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça ne peut pas fonctionner. Avoir des cerveaux qui fonctionnent bien dans un monde bombardé d'informations d'une complexité inégalée, ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Maintenant, si on s'intéresse un peu à l'impact de la crise actuelle sur le capital humain, il peut s'étudier de deux façons. D'une part, évaluer quel est l'impact du confinement en tant que tel. Parce qu'on le verra, ce n'est pas anodin d'être confiné, vous l'avez toutes et tous ressenti. Ça ne va pas de soi de rester chez soi pendant 2 mois. Et l'impact du télétravail prolongé. Parce que si le télétravail est une très bonne chose pour plein de raisons, et ça a été déjà soulevé dans le temps en sous-salle, télétravailler en permanence, 5 jours sur 5, pendant plusieurs semaines, ça aussi, ça ne va pas de soi. Donc, pour commencer sur les conséquences du confinement, je vais m'appuyer sur une revue scientifique qui est parue en février 2020, donc au tout début de la crise, qui a analysé 3100 études sur l'impact du confinement, que ce soit dans des environnements spatiaux, que ce soit suite à des quarantaines de type Ebola ou autre, et qui a retenu 24 de ces études. Donc, les chercheurs ont analysé les 24 études les plus rigoureuses sur le sujet, et ils en ont sorti un certain nombre d'impacts, de conséquences possibles d'une quarantaine prolongée sur notre cognition. Alors là, je vous préviens, la liste est longue. L'idée, encore une fois, n'est pas du tout de plomber le moral, mais c'est important de le savoir. Les risques, ils sont les suivants. Une augmentation de l'anxiété, d'une part. Un dérèglement de l'humeur. Une irritabilité accrue. Une diminution de nos capacités à réguler nos émotions. Des insomnies. Un épuisement mental. De potentiels syndromes dépressifs, des risques d'addiction accrus et un état de choc post-traumatique. Alors voilà le tableau tel qu'il est dressé par les chercheurs en sciences cognitives, en sciences comportementales, des risques associés à un confinement et à une quarantaine prolongée. Je
je parle bien de risque, évidemment. Je ne dis pas que toute la population est dans cet état-là. Bien heureusement, on l'a vu, tout le monde fait preuve de résilience. Il y a énormément de côtés positifs dans ce confinement. Mais voilà, les risques, c'est cela. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont en partie répliqués, ils commencent à être en partie répliqués auprès de la population française durant le confinement. Là, je vous cite une étude, mais il y en a plusieurs qui sont sorties, qui confirment des troubles du sommeil et des signes de détresse psychologique, notamment chez les salariés. C'est cette étude-là, mais d'autres sont parus depuis. Donc, la première chose, c'est qu'il est certain que le capital humain n'est pas le même après le confinement qu'avant et qu'il tend plutôt à être réduit aujourd'hui, ce capital humain, et donc il faut prendre soin des individus. Puisque le confinement, même s'il y a des choses extraordinaires qui en sortent en termes de solidarité, ça a été dit, d'un point de vue purement psychologique, ça a des impacts plutôt négatifs. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile pour nous, il faut se replacer dans un point de vue évolutif, c'est-à-dire si on se replonge à plusieurs millions d'années, ces millions d'années qui ont construit notre cerveau, il faut bien voir que notre cerveau n'a jamais évolué dans des environnements qui sont identiques à celui-ci. D'une part, on a un niveau d'incertitude, je ne vais rien vous apprendre là, mais qui est maximal. Et le problème, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est qu'en cas d'incertitude, notre cerveau, il comble les vides, il génère des scénarios qui vont le rassurer, mais ces scénarios ne sont pas toujours les plus optimistes. Donc ce niveau d'incertitude peut accroître le niveau d'anxiété. L'autre chose, c'est qu'on se retrouve dans un sentiment d'impuissance qui est extrêmement important aujourd'hui. L'impuissance à deux niveaux. D'une part, il y a une crise sanitaire et on ne peut rien y faire à part rester chez nous. Et d'autre part, il y a potentiellement une impuissance professionnelle, puisque des personnes se retrouvent en activité réduite, des personnes se retrouvent en télétravail, des conditions de travail dégradées, et donc produisent des efforts qui n'amènent pas la résultante espérée. Donc ça aussi, ça peut participer à l'impact du confinement. L'autre chose pour les personnes qui sont en activité réduite, c'est qu'il y a un niveau d'ennui, là aussi, potentiellement inégalé chez certains et certaines. Notre cerveau ne supporte pas le vide. Et donc, les personnes qui sont aujourd'hui en activité partielle ou au chômage sont particulièrement à risque. La dernière chose, ça a été cité, on y reviendra, c'est la notion du capital social. Nous sommes des animaux. C'est déjà une première chose de le dire, il faut se le dire. On est des animaux et on est des animaux sociaux. On a besoin les uns des autres. Nos comportements sont en permanence régis par les comportements de nos congénères. Et donc, à ce titre-là, nous priver de nos congénères, c'est extrêmement délétère pour nous. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on enchaîne. C'est une des raisons pour lesquelles on enchaîne les visioconférences et apéro-visio, alors même que ce mode d'interaction n'est pas du tout intuitif et particulièrement éprouvant et fatigant pour notre cerveau. C'est justement parce qu'on a besoin de contrebalancer ce manque d'interaction sociale absolument. Donc, tous ces critères-là viennent expliquer le fait que le confinement puisse avoir des effets aussi délétères. Un dernier critère, c'est que il faut intégrer aussi le fait qu'il y a des fragilités interindividuelles. Quand je parlais tout à l'heure de choc post-traumatique, de dépression, d'addiction, tout ça, évidemment, ça n'apparaît pas chez tout le monde. Mais les personnes qui étaient particulièrement fragiles avant le confinement, il va y avoir une augmentation très forte des risques chez ces populations. Donc, la bonne nouvelle, pour essayer d'en donner quand même quelques-unes, parce que c'est aussi l'objectif, c'est que, mis à part la dernière, mis à part les fragilités interindividuelles, tous les autres critères que je vous ai donnés sont potentiellement des leviers qui sont à la main des managers et des organisations. On peut travailler dans ces communications sur le niveau d'incertitude, j'y reviendrai. On peut travailler sur le sentiment d'impuissance, sur le niveau d'ennui, sur le capital social. Donc, si on se demande comment agir maintenant face à ça, la première des choses, c'est d'essayer de réduire le niveau d'incertitude. Ça passe par le fait de faire ce que notre gouvernement a malheureusement tardé à faire, c'est-à-dire d'une part donner des informations simples, transparentes et claires, ce qui n'est pas évident dans des contextes aussi complexes, mais en tout cas, il faut essayer de le faire. Et surtout, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'accepter l'incertitude et d'assumer le fait qu'il y a des évolutions possibles au cours du temps. On a vu le cas de la communication gouvernementale. Trop souvent, on a tendance à vouloir ne pas communiquer une incertitude en pensant que les gens vont soit ne pas la comprendre, soit avoir moins confiance dans ce qu'on va affirmer. Et en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. La deuxième chose, c'est d'essayer de réduire le plus possible l'ennui et la frustration. Ça peut passer par des ressources de formation à la fois engageantes et utiles, c'est-à-dire que lancer des ressources de formation juste pour occuper, ça n'aura aucun sens, mais là, je vais rien vous apprendre. Mais l'objectif, c'est vraiment d'engager les individus pour qu'ils puissent fournir des efforts et avoir les résultats de ces efforts. Ça passe notamment par le feedback dans les contenus de formation. Faciliter l'implication dans des projets qui soient internes ou externes. J'ai vu qu'il y avait des politiques de mise à disposition qui pouvaient être faites. Ça fait partie de ces actions-là. Valoriser les efforts produits
c'est un des sujets sur lesquels je reviendrai, mais on a, pour grand nombre d'entre nous, fait preuve de résilience. On a, pour grand nombre d'entre vous, nous, fait preuve d'innovation pour s'adapter face à cette crise. Il faut absolument que les salariés puissent sentir que ces efforts ont été utiles, ont été valorisés dans leur organisation, d'autant plus que tout à l'heure, on parlait d'une capacité de s'adapter face à cette crise. Ça ne viendra que si on apprend des innovations qui ont été menées dans les salons et dans les chambres de chacun et chacune d'entre nous. Donc ça peut aussi participer à une réduction de la frustration. Et enfin, la dernière des choses, c'est d'activer le plus possible un maintien de ce capital social par des canaux de communication. Ça, derrière, l'objectif n'est pas d'aller juste à un niveau opérationnel de comment le faire, mais en tout cas, d'essayer de mettre en place ça, pas uniquement pour favoriser l'activité, mais bien pour favoriser le capital social. Et un petit pas de côté, d'insister aussi sur le fait que, puisque je trouve que c'est une donnée intéressante en ce moment, la mise en mouvement, toutes les données convergent pour nous montrer qu'elle est plus facile à provoquer pour des intérêts collectifs qu'individuels. Si je vous montre une affiche vous disant « lavez-vous les mains, vous éviterez d'attraper le coronavirus », il y a très peu de chances que vous le fassiez. Si je vous montre la même affiche en vous disant « lavez-vous les mains, vous sauverez des vies », ou alors vous éviterez des personnes à être contaminées, vous allez vous mettre en mouvement beaucoup plus facilement. On est dans une société extrêmement individualiste et pourtant, notre cerveau, lui, est fondamentalement altruiste et ça fait partie des signaux les plus engageants. Alors, ça, c'est pour la partie liée au risque associé au confinement. Maintenant, comme je le disais en introduction, pour répondre à ta question, Damien, sur l'état du capital social à présent, il a aussi été impacté par les conditions de travail qui ont été extrêmement dégradées depuis le début du télétravail prolongé. Notamment, il y a différents phénomènes qui viennent s'entrechoquer. Le premier, c'est une charge mentale accrue, c'est-à-dire une sursollicitation de nos ressources cognitives, qui est causée à la fois par une porosité entre les vies pro et personnelles qui est inégalée aujourd'hui, notamment pour ceux qui ont des enfants à domicile et qui ont à gérer l'école à la maison. Les études montrent notamment, malheureusement, les femmes sont encore plus sujettes à cette charge mentale aujourd'hui, du fait d'une inégalité dans le traitement de ces tâches, et une hypersollicitation qui est également accrue. Ça peut paraître paradoxal, alors que je viens de dire qu'il fallait favoriser le capital social, mais si on essaie juste de le favoriser avec plus de mails, plus de chats et plus de visio, malheureusement, ces effets bénéfiques vont être contrecarrés par une charge mentale accrue de la part des individus. La deuxième chose, c'est que nos rythmes biologiques sont également atteints dans cette situation de télétravail prolongé, puisque ça avait été suggéré par la DARES en 2019. Chez les populations de cadres qui faisaient du télétravail de façon régulière, on voit une augmentation de l'amplitude horaire, une augmentation du nombre d'heures travaillées dans la semaine, des temps de travail le soir plus importants et des horaires plus variables. Or, on a un besoin naturel, intrinsèque, fondamental de temps de récupération qui ne sont pas du tout valorisés dans la société aujourd'hui. Preuve en est le président de la République qui communiquait sur le fait qu'il dormait que 4 heures par nuit. C'est très bien pour lui. Malheureusement, on est dans une société où on valorise les gens qui travaillent dur et fort et pas ceux qui prennent des temps de récupération. Et aujourd'hui, le télétravail prolongé fait, notamment pour contrer l'ennui, qu'on va travailler plus, qu'on va se reposer moins, et ça va avoir un impact. Le dernier, c'est le capital social, j'y reviens, mais les visioconférences, elles ne suffisent pas à combler ces besoins. En réalité, notre cerveau, il interprète automatiquement tous les signaux non verbaux de la personne qu'on a en face de nous. Et donc, la visioconférence, même si elle est meilleure que l'appel et meilleure que les mails, elle reste quand même un moyen de communication qui est dégradé, un moyen de travailler qui est dégradé par rapport aux interactions naturelles. Et enfin, le dernier impact de ce télétravail prolongé, c'est un risque sur l'engagement, ça avait été cité, mais il est réel. L'incertitude, le manque de feedback sur les efforts qu'on mène pour préserver notre activité risquent tous les deux d'éroder progressivement notre engagement, surtout si on vient ajouter tous les autres facteurs. Donc, sur ces sujets-là, pardon, cette diapositive n'a rien à faire. Sur ces sujets-là aussi, il est possible d'agir. Là, on a un temps qui est court, donc on pourrait passer 2 heures juste là-dessus, mais en tout cas, c'était pour vous alerter sur ces différentes causes qui pourraient venir dégrader un petit peu le capital social, ou en tout cas faire qu'il faudra y être particulièrement sensible. Et pour finir, dernier temps de ma réponse à ta question, Damien, il faut absolument, une réponse globale ne peut pas suffire. Ce que je vous cite là, et ce que je vous invite à aller voir en détail, c'est une étude qui a été menée par France Stratégie, qui vient nous montrer les variabilités en termes d'emploi. Aujourd'hui, si on regarde le nombre de personnes qui sont en contact avec le public, par exemple, on voit qu'il est extrêmement disparate au sein de la population.
Et donc, avoir une réponse politique ou organisationnelle qui viendrait s'appliquer à tout le monde n'aurait pas de sens. Je ne parle pas de côté, on voit malheureusement ici que ce sont majoritairement des femmes à revenus faibles qui sont en contact avec le public et donc sujettes à une incertitude et à une anxiété plus grande que les hommes avec des salaires plus importants. Donc cette variabilité structurelle, c'est-à-dire prendre en compte à la fois les différences entre les activités et aussi les différences chez soi. Télétravailler dans un studio avec ses enfants ou dans sa maison secondaire, ça n'est évidemment pas la même chose et il faut que les organisations puissent intégrer ces variabilités. Et la dernière chose, c'est les variabilités cognitives. Alors là, c'est un autre graphique qui montre les personnes les plus sujettes à un risque de charge mentale accrue dans leur profession. Pour vous en citer que deux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à la fois les professions paramédicales, les vendeurs et les assistants et assistantes de direction sont sujets à une charge mentale accrue, autant que les cadres supérieurs et les agents des domaines bancaires, par exemple. Cette variabilité, elle dépend évidemment de l'activité, c'est ce que souligne France Stratégie dans cette étude. Elle dépend aussi de notre variabilité individuelle. On n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même façon de réagir à notre environnement et à l'incertitude. Et donc ça aussi, il faut pouvoir l'intégrer. Donc du coup, si je devais résumer ma réponse à ta question, Damien, je me permettrais de reprendre un sujet qui a fait un peu l'actualité il y a quelques jours. C'était une intervention du président du MEDEF qui répondait de façon, en tout cas je caricature un petit peu sa réponse volontairement, en disant il faudra travailler plus. La réponse, peut-être que dans certains cas, elle pourra être de travailler plus. En tout cas, elle ne peut certainement pas être globale. On ne peut pas, à la sortie de cette crise, où pour toutes les raisons que je viens de vous donner, on voit que le capital humain est fragilisé. On ne peut pas s'attendre à ce que une réponse à court terme qui pousserait à exploiter, le terme n'est pas polémique, mais en tout cas à demander à ce capital humain de travailler encore plus, de fournir encore plus d'efforts, ne pourra pas suffire à répondre aux enjeux économiques qui vont venir, puisque sinon, on va arriver malheureusement à une nouvelle vague. On parle beaucoup de vagues en ce moment. J'aime bien cette image qui nous présente à la fois la première vague, qui est sanitaire, qui est celle du Covid, une deuxième, qui est celle de l'impact des restrictions sur les ressources non urgentes, et la troisième, qui est la quatrième vague, pardon, qui est la vague de la santé mentale. Il faut absolument préserver notre santé mentale en ce moment. C'est normal, on ne s'en est pas occupé dans les deux derniers mois parce qu'il y avait une vague plus urgente à gérer, mais il faut absolument le faire à partir de maintenant que l'accélération est passée. Et pour ça, les organisations ont un poids, un rôle à jouer, que je considère comme fondamental, dans leur capacité à un niveau local à pouvoir agir, à pouvoir identifier les populations à risque, à pouvoir adapter les modes de travail et à pouvoir inclure et valoriser les salariés. Et je finirai là-dessus, ils sont plus que jamais les acteurs des modes de travail aujourd'hui, puisque chacun a été amené à recréer ses modes de travail. Donc, il est grand temps, entre guillemets, si ce n'était pas le cas avant, d'aller à leur écoute et d'intégrer et de valoriser ce qui a été produit comme source d'innovation individuelle ou collective à toutes les échelles. Merci Gaëtan. Alors, Voilà, c'est un tableau réaliste, qui est un peu un tableau noir, je disais, hein. D'ailleurs, dans quelques commentaires, alors je vous rassure, on va aussi justement s'attacher maintenant que ce tableau noir est quelque part au moins un tableau réaliste qui nous permet d'être confrontés à cette actualité, à la limite aussi de nos ressources. D'ailleurs, elle est intéressante, hein. C'est vrai que quand on dit d'ailleurs travailler plus, quand on connaît les limites de nos ressources, c'est d'autant plus intéressant. Je vais proposer à Tristan de prendre vos questions. Normalement, vous aviez l'opportunité de pouvoir poser des questions sur le conversé. Et du coup, je vais proposer à Tristan de synthétiser les quelques questions et de pouvoir les poser à Gaëtan pour pouvoir rebondir sur cette première question. Merci. Du coup, il y a eu 3 questions, donc je ne sais pas si je vais avoir de quoi faire une synthèse. Mais la première question, du coup, c'était justement une question d'Isabelle sur le tableau noir qui était un peu dépeint. C'est quelles sont les opportunités qui peuvent être liées au confinement? Gaëtan, sur le format, est-ce que tu veux que je te donne les 3 et tu vois comment tu réponds, ou est-ce que tu veux que je t'en donne une? Donne les 3. Ouais, ok. Donc, il y avait une sur les opportunités qui étaient liées au confinement. Est-ce qu'elles existent et est-ce que l'étude en parle? La deuxième, c'était quelles sont les bonnes pratiques
pour intégrer justement ces variabilités cognitives dont tu parlais? Et la dernière, c'est est-ce que tu as déjà des exemples, des remontées du terrain qui viendraient illustrer ce que tu as dit sur les risques? Alors, Je pourrais pour, répéter, hein. pour répondre à la première, pour l'instant je m'en souviens, pour répondre à la première, les opportunités d'un point de vue cognitif, elles sont malheureusement pas très importantes, mis à part le fait qu'on est en capacité d'apprendre beaucoup plus pour les personnes qui n'ont pas les risques que je précisais. Par contre, collectivement, elle est, on a une opportunité formidable en ce moment en tant que chercheur euh, d'apprendre de cette situation. La grande majorité des gens ont fait preuve de résilience. Et ça, collectivement, c'est assez incroyable de se dire que toutes ces personnes qui n'étaient pas en situation, dans des positions de travail où elles pouvaient faire preuve d'autonomie jusqu'à présent, elles ont été jetées dans le bain, entre guillemets, à partir du moment où elles se sont retrouvées chez elles et elles ont dû s'adapter. Elles ont dû s'adapter à un niveau individuel, à un niveau professionnel. Et donc, apprendre ça, c'est une opportunité, ça constitue une opportunité extrêmement importante. La deuxième question, celle-là, je l'ai oubliée. Ouais. Alors du coup, la deuxième question, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer ces variabilités cognitives dont tu parlais? Alors, elles sont forcément complexes. La première des choses, c'est d'essayer d'évaluer le plus finement possible ces variabilités. Donc, d'aller mesurer, je ne parle pas d'électrodes, mais en tout cas, d'aller questionner l'impact de la crise sur les individus. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est d'adapter à un niveau le plus local possible les modes de travail. Pour qu'il y ait justement cette marge de manœuvre. Il faut qu'il y ait des modes de travail qui soient communs, qui soient pour tous. Si on prend l'exemple des environnements de travail, il faut qu'il y ait un environnement dans lequel tout le monde puisse se réunir. Mais il faut que localement, je puisse, si j'ai des difficultés de concentration, il faut que j'ai un espace qui me permette d'aller m'isoler. Et ça fonctionne pour tout. Donc, je pense que c'est essayer de redonner notamment aux managers des clés pour que localement, au sein de leurs équipes, ils puissent adapter les modes de travail en fonction des individus qui sont dans leurs équipes. On est Yeah. bon? Non, il y a une dernière question du coup, hein. C'est est-ce que tu as déjà des remontées terrain sur les risques que tu évoquais? Et les seules remontées qu'on a, c'est les enquêtes l'enquête française que je citais tout à l'heure, et pour l'instant, elles vont dans le sens d'une confirmation des résultats, pas aussi forte. Évidemment, on parle pas de choc post-traumatique, par exemple. Le confinement, les études qui intègrent l'impact d'Ebola n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais le risque est quand même réel, le risque d'épuisement, notamment des détresse psychologique. Aujourd'hui, les remontées qu'on a sur le terrain, elles sont réelles. Maintenant, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en train d'être lancées. On en a lancé une, le FTS également, The Boson Project également, qui d'ici quelques jours ou semaines vont nous permettre justement d'avoir beaucoup plus de remontées, cette fois un peu plus opérationnelles. Le défaut des chercheurs, entre guillemets, mais c'est leur qualité, ils sont là pour ça, c'est que les études qui ont été menées s'intéressaient particulièrement à l'impact psychologique, pas tant aux moyens de s'adapter et notamment aux innovations professionnelles qui pouvaient être faites pour contrecarrer ces impacts négatifs. Merci. Et tiens, du coup, j'ai une question qui arrive en même temps. En deuxième partie, on prendra les slides des questions. Donc, vous avez compris les principes, vous pouvez poser des questions. Et comme ça, Tristan fera des rassemblements des questions pour qu'on puisse continuer à interroger Gaëtan. Donc, la deuxième question qu'on voulait aborder, Gaëtan, c'est, on l'a vu, hein, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles expliquant tous les biais qui ont impacté les décisions des gouvernements et la prise notamment de conscience tardive sur la diffusion de l'épidémie et de son impact. Et on s'est dit, en fait, prenant en compte ce tableau noir, comment en fait nos biais, nos propres biais cognitifs, à nous, décideurs RH, ont été impactés dans nos décisions. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ça? Alors, oui, je vais essayer de le faire de façon relativement synthétique, puisqu'on a déjà pris pas mal de temps, mais c'est en partie de ma faute. Alors, la deuxième chose, tout à l'heure, je vous disais, je vais me permettre de vous repartager l'écran pour répondre à ta question, Damien. Tout à l'heure, je vous disais que nos ressources cognitives étaient limitées. La deuxième chose, c'est que nos mécanismes
de décision le sont également. Et ça, c'est notamment généré ou accentué lorsqu'on se retrouve face à une quantité d'informations plus importante, à une complexité plus importante, puisque ça va générer de l'incertitude. D'autant plus s'il y a une urgence qui s'installe. Malheureusement, aujourd'hui, on est face aux trois, c'est-à-dire qu'on est dans une urgence permanente, ou en tout cas on pense l'être. On est face à une quantité et une complexité d'informations qui est inégalée. Alors, si on veut essayer de voir pourquoi les décisions qu'on peut prendre, qu'on a pu prendre ces dernières semaines pourraient être biaisées, il faut effectivement, comme Damien l'a dit, s'intéresser à ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, bien que pas complètement. Et donc, il fonctionne par entrée-sortie. Il y a des informations qui entrent, elles sont processées, elles sont traitées. Et je vais avoir une décision, un comportement, une action qui va en sortir. Ça fonctionne en cascade, c'est-à-dire les informations vont générer des croyances. Ces croyances vont derrière générer des intentions. Et ces intentions vont peut-être générer des actions. Je précise peut-être, puisque si on prend l'exemple de l'écologie, en réalité, on voit que bien souvent, les intentions ne suffisent pas à générer des actions. Et aujourd'hui, le niveau d'incertitude dans lequel on se trouve vient biaiser le traitement de ces informations. Je vais vous donner juste 2 ou 3 exemples. Le premier, je vais vous poser une question. Chacun et chacune d'entre vous, est-ce que vous connaissez le logo de la marque Apple ? Alors, je ne vais pas vous demander de prendre forcément les micros. Je vois quelques visages. Je vois que oui, sans tricher, retournez vos téléphones si jamais vous en avez un. Donc, en théorie, vous vous sentez tous en capacité de pouvoir le dessiner, ce logo de la marque Apple. Maintenant, je vous donne 5 secondes. On n'a pas beaucoup de temps. Essayez de le visualiser. Ou si vous avez un papier à côté de vous, essayez de gribouiller sur une feuille le logo de la marque Apple. Je vous laisse 10 secondes pour ça. Normalement, déjà, si vous avez essayé, vous avez dû perdre un petit peu de confiance en vous au moment de le faire. C'est-à-dire que vous vous disiez, c'est bon, le logo de la marque Apple, je le connais, je le maîtrise. Au moment de le faire, vous avez dû ressentir une difficulté un peu plus grande. Quand on demande à 150 personnes cet exercice, c'est-à-dire 150 personnes qui ont déclaré, oui, je connais le logo de la marque Apple et je serai capable de le dessiner, voilà les résultats qu'on obtient. En réalité, il y a seulement 20% de la population qui est capable de le dessiner correctement, donc avec une pomme, croquée au bon endroit et avec une feuille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. C'est un des biais cognitifs, je pense le plus important, c'est pour ça que je voulais être sûr de pouvoir vous préciser celui-ci, qui va venir générer des décisions sous-optimales, voire irrationnelles, voire absurdes dans certains cas. C'est le fait qu'on a une confiance trop importante dans l'état de nos connaissances sur un sujet. Plus le sujet est complexe, plus il y a de l'incertitude, plus ce risque est grand. Je reprendrai cette phrase qui est désormais assez connue, qui est « le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de connaissance ». Et en fait, on est vraiment en plein dedans. À chaque fois qu'on se retrouve face à une décision qu'on doit prendre, qui doit donc mobiliser des connaissances, puisqu'elles vont mobiliser une intention, des croyances et donc des connaissances, on pourrait représenter ainsi l'étendue des connaissances possibles sur ce sujet. Ça, c'est ce que vous croyez savoir sur ce sujet, dans la grande majorité des cas. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on sait réellement d'un sujet. Le problème, ce n'est pas l'écart entre ce que je sais et l'étendue des connaissances sur un sujet. Ça, ce n'est pas problématique. Le problème, il est entre ce que je sais et ce que je crois savoir. Ça peut être représenté d'une autre manière par ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est l'écart entre nos compétences et la confiance qu'on a dans ces compétences. Lorsque vous êtes présenté à une information, par exemple, vous allez écouter un certain professeur Raoult pendant 10 minutes vous parler de la crise du Covid, vous allez très vite rentrer, excusez-moi le terme, dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire que vous allez avoir un niveau de confiance extrêmement important sur un sujet, alors qu'en réalité, vous le maîtrisez très très peu. C'est là où l'écart est le plus grand. Puis petit à petit, à force d'apprendre et surtout à force d'échecs sur un sujet, vous allez réduire les incertitudes et surtout, vous allez comprendre tout et voir l'étendue de tout ce que vous ne savez pas. C'est là où vous rentrez dans la fameuse vallée de l'humilité. Et petit à petit, à force d'échecs, à force de critiques, à force de moments où vous allez vous mettre face à vos incertitudes et prendre conscience que vous ne savez pas, vous allez réaligner les deux et c'est là où vous aurez justement un équilibre entre votre niveau de confiance et votre niveau de compétence. Ça, c'est la première des choses qui est assez fondamentale dans les décisions qu'on prend, puisqu'aujourd'hui, que ce soit des dirigeants, des hommes politiques, bien souvent et malheureusement, on va prendre des décisions sur la base de la confiance qu'on a dans nos compétences, alors qu'en réalité, elle est surévaluée. Pour vous donner un autre exemple de biais, pour répondre à ta question, Damien,
c'est l'impact des schémas mentaux qu'on dispose sur un sujet. Ici, je reprendrai un exemple d'Olivier Sigolini. Lorsque le virus est arrivé, immédiatement, la Chine a pu le comparer à ce qu'ils avaient en mémoire, c'est-à-dire le MERS ou le SRAS, des virus extrêmement graves. Et donc, ils ont pris des réactions en comparaison à ce virus-là. Nous, dans nos représentations mentales, un virus, c'est la grippe. C'est ce qu'on a chaque année, c'est ce qu'on connaît assez bien. Et donc, il est normal qu'on ait pris des décisions en sous-estimant la crise potentielle qui allait nous arriver d'ici quelques semaines. Tout simplement parce qu'en réalité, nos croyances vont être influencées par les informations dont on dispose en mémoire. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est le fait que notre cerveau préfère en permanence les histoires cohérentes. On adore se raconter des histoires cohérentes. C'est plus simple pour notre cerveau, ça lui fait dépenser moins d'énergie et c'est beaucoup plus agréable. Donc, il va rejeter naturellement les opinions contraires. Et dans le même temps, il va favoriser, et c'est peut-être le plus grave, les informations qui sont en concordance avec nos propres croyances. C'est ce qui va amener toutes les problématiques autour des fake news aujourd'hui. C'est un problème de société, c'est aussi un problème d'organisation, puisque lorsque je vais prendre des décisions, je vais avoir naturellement, je vais demander ou je vais aller chercher des informations pour reposer mes informations, sur lesquelles reposer mes décisions. Et malheureusement, mon attention va automatiquement se porter sur les informations qui vont venir confirmer mes propres croyances. Donc, je vais, entre guillemets, rentrer dans une cascade qui peut être négative. Donc, ça, entre guillemets, c'est un aller-retour, c'est-à-dire que c'est nos croyances qui vont venir biaiser la façon dont on sélectionne nos informations, qui derrière vont venir entraîner en cascade des décisions potentiellement sous-optimales. Et le dernier dont je voulais vous parler, et je vais en venir tout de suite au but, c'est le fait que là aussi, dans un objectif de simplification, notre cerveau va catégoriser le monde social dans lequel on se trouve. Et il va le catégoriser de façon très simple, nous versus les autres. Et ça, c'était l'objectif des images avant, ça existe pour tout. Nous, les Parisiens versus les Marseillais, nous, les consommateurs Apple versus Android, végétariens versus carnivores, beurre salé, beurre doux, etc. En permanence, on fait cette scission entre des groupes, eux versus nous. Ça va générer des conséquences extrêmement importantes puisque notre cerveau va survaloriser les membres de notre groupe et les informations qui viennent de ces membres, comme il va les considérer automatiquement comme plus compétents, plus aimables, plus humains, plus diversifiés, plus attirants. Et, ce qui est peut-être plus problématique, il va considérer les membres de l'autre groupe comme moins intelligents, moins dignes de confiance, ordinaires, dotés de pensées moins complexes, etc., etc. Donc, cette scission entre eux versus nous, qu'on reproduit en permanence, si je vous demandais à vous tous de porter un t-shirt la moitié rouge, la moitié vert, que je vous mettais dans la même pièce, au bout d'une heure, vous considérez que les gens qui avaient le t-shirt de la même couleur que le vôtre étaient plus compétents, plus aimables, plus diversifiés, plus attirants. Donc, c'est vraiment très souvent absurde. Malheureusement, dans les organisations, la fameuse organisation en silo fait que l'organisation est remplie de eux versus nous. Mon équipe versus celle au bout du couloir, mon service versus l'autre service, mon entreprise versus l'autre entreprise. Et donc, en permanence, notre cerveau est en train de se balancer à valoriser les opinions qui viennent des membres de mon équipe et à dévaloriser celles des autres. Pour refaire un dernier parallèle avec la crise actuelle, on a bien vu ça avec l'Italie qui considérait que la Chine était différente. La Chine était eux, l'Italie c'était nous, donc ils n'ont pas vu les choses venir. Nous, alors même que c'était au bord de nos frontières, on a considéré que l'Italie était différente de la France. Ils avaient un système de santé différent, ils avaient une population plus vieillissante. Donc, je ne dis pas que c'est uniquement ce biais qui est entré en cause, mais en tout cas, il peut expliquer d'une certaine manière le fait qu'une crise qui est en train de se passer sous notre porte, si on a une justification que les personnes sous notre porte ne sont pas les mêmes que nous, on va pouvoir prendre des décisions qui sont différentes des leurs. Donc, pour répondre rapidement, voilà Damien, quelques biais qui vont pouvoir venir freiner nos prises de décision. Et très rapidement, je vais essayer de le faire en 2 minutes, pour contrer ça, parce que l'objectif, évidemment, c'est de le contrer. Si je veux essayer de ne pas juste vous peindre un tableau tout noir, il y a différentes choses qui sont possibles, qui reposent essentiellement sur une culture d'entreprise. La première des choses, c'est de chercher, favoriser l'erreur et la critique. Donner et recevoir le plus de feedback possible. Assigner des avocats du diable, tout faire en sorte pour que lorsque vous avez une opinion ou une croyance sur un sujet, les personnes autour de vous puissent la remettre en question. Et ça, c'est quelque chose que naturellement, on ne fait pas du tout, qu'on ne veut pas faire parce qu'on déteste la critique, parce que c'est éprouvant pour nous, mais il faut absolument le mettre au cœur des processus de décision.
La deuxième chose, là aussi c'est culturel, c'est de valoriser le plus possible l'incertitude et le doute. Ça passe par le fait de questionner la place des experts. Aujourd'hui, malheureusement, on en est très très loin. Lorsque vous allumez BFM TV, vous voyez qu'un professeur de criminologie est interrogé sur la crise du coronavirus. On voit bien que malheureusement, et c'est le cas aussi dans les organisations, c'est le cas de façon globale, les personnes qui donnent leur avis ne sont pas toujours les personnes qui disposent du plus grand nombre d'informations sur un sujet. Ça va être soit les personnes qui sont positionnées pour, soit les personnes les plus extraverties au sein d'un groupe qui vont du coup prendre la parole et biaiser les prises de décision collectives. Valoriser le fait de ne pas savoir, comme je le disais tout à l'heure, l'incertitude, c'est une étude qui vient d'être publiée. Le fait de communiquer des informations avec une marge d'incertitude, en l'assumant tel quel, ça ne diminue pas la confiance que les personnes vont avoir dans votre communication. Donc, il faut absolument pouvoir la communiquer. Ça permet au contraire de responsabiliser les individus. Et la dernière chose, c'est de chercher à comprendre plutôt qu'à observer. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les variabilités interindividuelles. On est aujourd'hui dans une ère où on observe au mieux. Si je reprends l'exemple du professeur Raoult, il a observé des choses. Malheureusement, il n'a pas évalué, il n'a pas expérimenté. Et donc, on se retrouve 2 mois plus tard à ne pas avoir d'informations sur le fait que son traitement puisse être viable ou pas. L'idée n'est pas de rentrer ni de me positionner sur le sujet, mais en tout cas, c'est juste d'alerter sur le fait que, sans forcément rentrer dans des protocoles de recherche, se poser la question dès le départ des doutes qu'on a sur un sujet, d'expérimenter des choses, d'innover, mais à une petite échelle, et d'en évaluer les impacts a posteriori, ça reste un des meilleurs moyens pour moi de combattre l'incertitude et de prendre des décisions plus rationnelles. Voilà, je suis désolé pour ce sprint. Merci Gaëtan, je sais qu'on te fait sprinter. En plus, on a tous 20 000 questions qui nous remontent dans la tête. On a énormément de questions, je crois d'ailleurs, qui ont été posées sur cette séquence.